Dans cette vidéo, je voudrais te parler de 15 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt en tant que freelance. Ça va t'intéresser si tu comptes te lancer en freelance, si tu es freelance depuis peu et si tu es un freelance expérimenté, parce qu'il y a des choses dont je me suis rendu compte assez vite, mais d'autres seulement au bout de plusieurs années, alors que j'aurais pu économiser beaucoup de temps, d'énergie, d'argent si j'avais su ça. Donc je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout pour ne rien rater, ça va être particulièrement utile. Juste avant de te parler de tout ça et de te montrer les différents points sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait, j'ai des tonnes de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça risque de te plaire, et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin, comme plus de 10 000 entrepreneurs, à 9 h, un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des entreprises de manière générale, c'est là que ça se passe. C'est pour toi si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu veux passer au niveau supérieur dans ton activité. Donc clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quelle est la première chose que j'aurais aimé savoir plutôt en tant que freelance? Alors je vais essayer de pas te spoiler. Hop, c'est qu'il existe beaucoup de clients malhonnêtes. Et alors je vais pas dire que c'est une majorité, ce serait faux de dire ça, mais beaucoup et beaucoup plus qu'on ne le croit. Moi j'ai eu des tonnes de problèmes avec des clients qui, tu vois, qui voulaient pas payer, qui faisaient qui faisaient exprès de faire traîner les choses, etc. Et c'est pour ça que j'ai toujours, essayé de faire signer des devis. Il faut absolument faire signer des devis, mais ça m'est arrivé 2-3 fois de pas le faire pour des raisons variées, parce que le prospect évidemment trouve des excuses et tout. Il ne faut jamais laisser passer ça. Il faut toujours signer des devis, parce que il y a des tonnes de clients qui, franchement, de prime abord semblent cool, sympa et tout, et ensuite ils te la mettent à l'envers derrière. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. C'est pas le monde des bisounours malheureusement, il faut prendre ses précautions. Deuxième point, avoir une marque personnelle est un formidable filet de sécurité. Créer du contenu sur les réseaux pour développer sa marque personnelle, c'est un truc qui peut que t'être avantageux sur le long terme. Moi, je me suis rendu compte de ça, tu vois, parce que aujourd'hui, je propose des accompagnements, des produits d'information, en mon nom, et je me suis rendu compte que ma marque personnelle perdurait dans le temps et était un véritable filet de sécurité. Si jamais il m'arrive un truc, je sais qu'il suffit que je sorte quelque chose, un produit ou quoi, et je peux générer des revenus. C'est vraiment un super filet de sécurité. C'est pas ce que je recommande au départ, tu vois. Je te recommande pas forcément de tout miser sur le contenu, mais à côté de ton activité de freelance, si tu peux développer ta marque personnelle, ce sera forcément une bonne chose. À moyen et long terme plutôt. Troisième point, les meilleurs clients sont ceux qui sont conscients de leurs problèmes, mais pas de la solution. Alors ça, moi, quand j'ai pris conscience de ça, ça a tout changé. Tu sais, souvent, en tant que freelance, on essaye de s'adresser à des personnes qui sont pas conscients de leurs problèmes. On essaie de les éduquer, etc. C'est une perte de temps. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est parler à des gens qui ont un problème urgent, douloureux, mais qui savent pas comment le régler. Et c'est en leur proposant ta solution que tu vas pouvoir les convertir et facturer ça à un bon tarif. Mais oublie les prospects qu'il faut éduquer, qui nécessitent beaucoup de temps pour prendre conscience des choses. Oublie aussi les prospects qui sont conscients de leurs problèmes et des solutions, parce que ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les plateformes de freelancing, et ils mettent tout le monde en concurrence. Et le seul truc qui les intéresse, c'est le prix, qui est le moins cher. Donc tu vois, c'est le problème quand tu as des gens trop conscients justement. Mais vraiment, le bon équilibre, c'est conscient du problème, mais pas de la solution. Et comme ça, tu peux vraiment proposer tes services à un tarif premium. Autre point, alors je vais vite perdre le fil au niveau des numéros, mais facturer au temps passé est la plus grande escroquerie du freelancing. Et je pèse mes mots. Et quand je dis escroquerie, c'est pas envers les clients. Ce sont les freelances qui se font escroquer. Dans le sens où, tu vois, tu peux facturer, je vais pas dire 1000 fois plus, mais vraiment beaucoup plus. C'est une image 1000 fois, mais tu peux facturer 5 fois, 10 fois plus en facturant selon ta valeur ajoutée, selon la valeur que tu apportes à tes clients. Tu vois, c'est-à-dire que ton service, peut-être que toi, il te prend une journée peut-être que tu prends juste une journée à exécuter ton service, mais potentiellement, si cette journée de travail permet à ton client de gagner 10 000, 50 000 euros, il n'y a pas de raison que tu factures ça à 350 euros la journée. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux facturer en fonction de ce que tu peux apporter. Et malheureusement, il y a beaucoup de freelances qui tombent là-dedans, ils choisissent un TJM, ils s'y fixent.
il facture seulement au temps passé. C'est vraiment le pire truc que tu puisses faire. Tu peux commencer comme ça au départ, mais rapidement, dès que tu peux, essaye de facturer en fonction de la valeur que tu peux apporter. Et alors il n'y a pas de science exacte pour ça. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet si tu veux, mais il vaut mieux tu vois essayer d'estimer combien tu peux faire rapporter, combien tu peux rapporter à ton client en temps ou en argent, hein, et essayer d'indexer ton tarif par rapport à ça. Autre point, les erreurs administratives peuvent avoir de grosses conséquences sur un business. Il faut être très vigilant. Alors moi, je peux te raconter rapidement un truc, c'est que il m'est arrivé de déclarer un peu trop. C'est-à-dire que j'ai dit par erreur, hein, j'ai dit à l'administration que j'avais gagné, je sais pas, peut-être 50 € de plus que ce que j'avais gagné. Donc tu vois, dans ces cas-là, tu payes forcément plus de taxes, mais ce qui s'est passé, c'est que à cause de ces 50 balles, je crois que c'était moins que ça, même je sais plus, mais je suis passé dans un nouveau régime en tant que micro-entrepreneur. C'était il y a un moment, tu vois, c'était en 2017, donc je suis passé au final de 7% d'impôt au total, je dis ça grosso modo, hein, à genre 50-60%. C'est plus possible, je crois, aujourd'hui, parce que les plafonds ont changé, etc. Mais tu vois, c'est-à-dire que c'est une erreur administrative de ma part, mais il peut aussi y avoir des erreurs de l'administration. Mais déjà, il faut savoir que là, quand j'ai demandé à corriger, évidemment, ils en ont rien à carrer, hein, je veux dire, ils peuvent te prendre plus d'argent, ils le font. Donc, tu vois, si tu fais une erreur en faveur de l'administration, t'as perdu. Et il m'est arrivé plein de trucs aussi, enfin bref, des doubles prélèvements de TVA par erreur de l'administration, enfin plein de bêtises comme ça. Donc ça peut avoir de grosses conséquences. Il faut être prêt mentalement à ça. Et tu vois, moi j'ai déjà raté aussi des étés à cause de ce genre d'erreur. Je suis pas parti en vacances notamment pour essayer de courir après l'administration. Bref, donc faut être vigilant, faut pas paniquer, mais il faut vraiment faire gaffe à ça et être prêt mentalement à faire la guerre à l'administration. C'est un peu le truc. La spécialisation est l'une des meilleures façons de générer plus de revenus. Alors, il y a beaucoup de freelances qui sont généralistes, qui veulent proposer plein de trucs différents, parce qu'ils ont peur de se fermer des portes. C'est une erreur. Je pourrais passer 3 heures à t'expliquer ça, mais c'est une erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas en étant généraliste qu'on se ferme des portes, qu'on s'ouvre plus de portes. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que si tu proposes trop de choses, on va pas te prendre au sérieux, on va prendre pour un rigolo qui sait pas vraiment ce qu'il fait, alors que quand tu es spécialisé vraiment sur une problématique précise, sur une niche précise, bah là on se dit que tu es compétent et on est prêt à mieux te payer. Tu vois, moi quand je cherche un prestataire, je cherche pas un généraliste. Si par exemple je cherche un rédacteur et qui me dit qu'il est en même temps CM, je sais pas quoi, traducteur et je ne sais quoi, bah je vais me dire qu'il est pas compétent. En tout cas, c'est le cas des prospects premium qui sont prêts à bien te payer. Ils veulent pas de généralistes, ils veulent des gens compétents, des spécialistes. Donc spécialise-toi dès que possible. Autre point, la prospection qui marche, est celle qui ne ressemble pas à de la prospection. Quand on parle de prospection, souvent les gens ont en tête l'image du mec qui va frapper aux portes, ou alors tu vois l'image de ces personnes qui t'agressent au téléphone pour te vendre un truc. Ça pour moi c'est pas de la bonne prospection. Celle qui marche le mieux, c'est la prospection qui consiste à simplement aller aborder des clients potentiels de façon plutôt humaine en fait, tu vois, tout simplement assez soft, assez cool. Tu vois, moi quand j'invite mes élèves à aborder un prospect, je leur dis de ne surtout pas vendre dès le premier message. Je leur dis de poser des questions, de s'intéresser à la personne en face, et c'est comme ça qu'on crée un lien de confiance avec son client potentiel et qu'on peut prolonger la conversation jusqu'à avoir la personne en question au téléphone pour pouvoir la convertir. Mais ne va pas proposer quand tu prospectes dans tes premiers messages tes services tout de suite, ou ne va pas demander un rendez-vous téléphonique dès le premier message. Prends le temps de créer un lien et c'est comme ça que ça marche mieux. C'est en ralentissant qu'on accélère ses résultats en prospection. Autre point, il est vital de choisir un bon comptable. Alors ça, moi je peux te raconter, j'étais en voyage quand j'avais un comptable, c'était une catastrophe. Je crois il a fait faillite, tu vois, la boîte dans laquelle il bossait a fait faillite, je crois. Imblairable, des erreurs, etc. J'ai dû tout rattraper avec un autre comptable par la suite. Donc fais vraiment gaffe dès que tu dois choisir un comptable, t'es pas obligé au début, mais quand tu passes certains caps, choisis un bon comptable parce que ça fait toute la différence. C'est-à-dire que vraiment, et de manière générale, je parle de comptable, mais c'est aussi le cas pour les avocats. Choisis de bonnes personnes en qui tu peux avoir confiance, qui ont de bons témoignages et tout, parce que c'est le jour et la nuit. C'est vraiment, si tu prends un mauvais comptable, tu peux vivre un cauchemar. Moi, j'ai vraiment vécu un cauchemar. Limite, le mec m'insultait. Enfin, c'était un délire. J'avais pas vu le truc venir. Donc, vraiment, méfie-toi. Bien s'organiser et être autodiscipliné est la clé pour trouver un équilibre vie pro, vie perso.
on se lance souvent en tant que freelance pour avoir plus de temps pour soi, pour avoir le rythme qu'on veut, etc. Sauf que je me suis rendu compte avec le temps, moi, que c'est en ayant un bon rythme, en étant autodiscipliné, en ayant un vrai agenda, que on peut trouver un certain équilibre, tu vois, qu'on peut avoir des heures de travail décentes, quoi. Parce que si tu fais les trucs un peu à l'arrache, quand t'en as envie, tu vois, si tu te réveilles à 11 heures et tout, tu vas vite devoir bosser le soir, les week-ends, en vacances, etc. Et c'est sans doute parce que t'as envie. Donc, tu vois, au départ, on est un peu pris dans le truc, on bosse un peu quand on veut, etc. Enfin, ça dépend des gens, bien évidemment, en tout cas. Mais faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être encore plus discipliné qu'un salarié, avoir des vrais horaires de bureau. Je sais que ça fait pas rêver, mais c'est comme ça que tu pourras, avoir tes soirées, tes week-ends, partir en vacances et tout. C'est ultra, ultra important. Il y a plein d'indépendants qui ont pas conscience de ça ou qui le font pas et qui, du coup, sont sans arrêt dans l'urgence, ils sont sans arrêt sous l'eau. Autre point, la patience est essentielle. Alors ça, je voulais le dire parce que tu vois, moi je suis quelqu'un de très pressé de nature et c'est peut-être ton cas aussi. Et le truc, c'est que les choses prennent du temps. C'est bête à dire, mais moi je parle souvent avec des gens qui sont ultra pressés d'avoir des résultats sur ceci, cela et tout. Et ils n'ont pas du tout la patience nécessaire. Il faut vraiment voir les choses sur le moyen et long terme et ne pas penser que tu vas cartonner, que tu vas gagner 10 000 euros par mois en 2 mois. Ça a très peu de chances d'arriver. Donc vraiment, essaye d'être le plus patient possible et c'est vraiment une qualité qu'il faut développer dans l'entrepreneuriat de manière générale parce que je te parle même pas du nombre de projets moi qui prennent des plombes et des plombes à se mettre en place. Souvent, c'est de la paperasse. C'est la paperasse qui prend le plus de temps. Mais il faut être prêt à ça, sinon tu t'es ultra frustré et bref, ça c'est pas bon pour ta santé mentale. Il ne faut jamais s'arrêter de chercher des clients. Moi, je connais beaucoup de freelances qui vont chercher des clients. Dès qu'ils ont des missions, ils s'arrêtent et ils recommencent quand ils ont plus de clients. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? C'est les montagnes russes en termes de revenus. C'est le stress aussi. Je veux dire, on est ultra stressé. On sait pas. Tu vois, on se dit ah merde, j'ai plus de clients. Il va falloir que j'en trouve d'autres. Il faut absolument que je trouve des clients pour la semaine prochaine, sinon je vais pas gagner d'argent ce mois-ci. Enfin, ne fais pas ça. Même quand tu es dans une bonne position, même quand tu as des clients avec qui tout se passe bien, va aborder de nouveaux prospects sur les réseaux, par email, sans arrêt, essaye de créer des liens avec des clients potentiels, même si t'es pas pressé, même si t'as pas besoin de travail, parce que c'est comme ça que tu pourras avoir un flux continu de prospects et donc de clients. Il ne faut pas avoir plus de 50% de son chiffre d'affaires qui dépend d'un client. Ça, moi, c'est un risque que j'ai pris et que je te recommande pas du tout, parce que si ton client te lâche du jour au lendemain, tu perds 50% de tes revenus et je peux te dire que c'est pas une super situation. Donc fais attention à ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants qui sont dans ce cas-là. J'ai déjà parlé avec pas mal de personnes qui se sont retrouvés dans cette situation et en général quand on est dans cette situation on est en gros stress. Et c'est vraiment c'est vraiment pas cool d'être dans ce cas-là. Moi j'ai eu plein de personnes qui étaient intéressées par mon programme d'accompagnement parce qu'elles étaient dans l'urgence, elles voulaient des résultats là maintenant tout de suite, sauf que moi je suis pas magicien, je peux aider des entrepreneurs, des indépendants à développer leur activité, mais ça se fait pas en un claquement de doigts, tu vois, je t'ai parlé de patience avant, donc bref, ne prends pas ce risque d'avoir un client qui te rapporte plus de 50% de ton revenu parce que il y a beaucoup plus de points négatifs d'inconvénients que d'avantages. Autre point, avoir un bon réseau permet de générer de jolies opportunités. Tu vois, je te l'ai dit précédemment, mais il faut développer aborder des prospects sans arrêt. Mais au-delà des prospects, les personnes, les autres freelances que tu connais, avec qui tu échanges, etc., peuvent te renvoyer des clients. Tu vois, ils peuvent t'amener de jolies opportunités. Donc, n'hésite pas à aller échanger avec tes pairs, tu vois, d'autres freelances, d'autres entrepreneurs, parce que il y a des synergies qui peuvent se créer. Et tu vois, je peux te parler d'un cas d'une personne de ma famille qui a eu un gros boost au niveau de son chiffre d'affaires parce que une freelance avec qui cette personne échangeait lui a apporté sur un plateau un gros client alors qu'elle avait absolument rien demandé. Donc tu vois, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Donc il faut essayer de développer ton réseau et tu peux avoir de très jolies surprises grâce à ça. Il est important de préparer l'avenir le plus tôt possible en plaçant son argent. Alors moi j'ai commencé à placer mon argent assez tard malheureusement, enfin assez tard. Tu vois, plutôt vers 30 ans, alors que si j'avais placé mon argent plus tôt, ça aurait, tu vois, au niveau des intérêts, au niveau de l'effet cumulé, ça aurait été beaucoup plus important. Donc l'argent que tu gagnes en tant que freelance, il faut te dire que
c'est important de le placer parce que moi la retraite, je sais pas toi, mais j'y crois pas. Tu peux dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu crois à la retraite. Moi j'y crois pas parce que sans arrêt, de toute façon c'est repoussé et je ne veux pas compter là-dessus personnellement. Donc le mieux c'est de placer son argent. Je ferai peut-être, enfin j'ai des vidéos sur ce sujet, mais peut-être que j'en ferai d'autres. Dis-moi en commentaire si tu veux que j'en fasse. Mais l'idée c'est de placer ton argent dans la bourse, dans des trucs peu risqués, dans l'immobilier, dans les cryptos si t'es un peu plus aventureux. Mais en tout cas c'est important de placer, de diversifier d'ailleurs aussi tes investissements, mais place ton argent, ne compte pas sur la retraite parce qu'en tant qu'indépendant, c'est plutôt casse-gueule. Et dernier point, déléguer permet de franchir un cap dans son activité. Il y a un moment, même si tu es indépendant, même si tu es freelance, il faut te dire que faire appel à un prestataire pour t'alléger un petit peu, ça peut vraiment être utile. Tu vois, au bout d'un certain palier, ça sert à rien de tout faire tout seul. Moi, je me suis rendu compte qu'en ayant une assistante, une correctrice, tu vois, de mes emails, des prestataires, tu vois, des graphistes, etc., ça me fait gagner un temps de fou. Et je n'aurais pas atteint les mêmes paliers en termes de revenus si je m'y étais pris tout seul, parce que il y a un moment je faisais tout seul, je répondais à mes emails, enfin aux emails, au support, je faisais le support client moi-même, je faisais les factures, etc. Et à un moment, c'est pas tenable quand tu fais grossir ton business. Au début, c'est tout à fait faisable. Mais plus tu grossis, plus tu as besoin de personnes sur qui t'appuyer, de personnes fiables, solides. Et donc voilà, il vaut mieux déléguer dès que tu sens que tu gères trop de choses. Voilà pour ces 15 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt en tant que freelance. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, mets un pouce. Abonne-toi aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, si tu veux recevoir mon meilleur contenu par email chaque matin à 9h, tu as mes emails secrets. Tu peux cliquer sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite dans un prochain contenu. À plus.